Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire de l'Institut Tamarack. Alors, je m'appelle Myriam Bérubé. Je suis directrice conseil à l'Institut Tamarack pour le Québec et les communautés francophones. C'est moi qui vais être votre hôtesse aujourd'hui pour le webinaire Passer de l'idée à l'impact, l'incubateur civique de la Maison de l'innovation sociale. Je voudrais commencer par remercier le secrétariat aux relations canadiennes qui est notre partenaire principal pour l'organisation de ce webinaire et grâce à qui l'interprétation simultanée vers l'anglais est aujourd'hui disponible. Et voilà, donc nous pouvons maintenant commencer notre webinaire par un moment de gratitude et de reconnaissance. Moi, aujourd'hui, je vous appelle de Tiohtià:ke, qui est colonialement connu comme Montréal, qui est sur le territoire non cédé du peuple ghanéen Haga. Et ça a été historiquement un lieu vraiment de rassemblement pour plusieurs Premières Nations, donc un endroit particulièrement significatif pour plusieurs Premières Nations. Et cette reconnaissance aujourd'hui, je veux vraiment l'exprimer pour toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre où j'ai le bonheur d'habiter. Et j'ai envie de dire que cette reconnaissance-là aujourd'hui, elle revêt une importance particulière à l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui est célébrée, donc qui est commémorée le 30 septembre, donc ce samedi. Il y a des activités qui sont organisées dans plusieurs régions pour commémorer cette journée. Donc, je vous invite vraiment à vous informer à ce qui se passe autour de vous et à participer. Le 30 septembre est un moment vraiment important qui vise à reconnaître les conséquences tragiques qu'on connaît tous et toutes, des pensionnats autochtones, des enfants disparus, des familles qui ont été laissées derrière et des survivants, des survivantes de ces pensionnats. Donc, c'est vraiment un moment de réflexion et de solidarité avec les peuples autochtones auxquels on vous invite à participer. Si vous avez envie, je vois que les participants ont déjà commencé à le faire dans la boîte de dialogue, de reconnaître les territoires autochtones sur lesquels vous vous trouvez, vous êtes les bienvenus à le faire. Donc, après ce moment de gratitude et de reconnaissance, je voudrais quand même prendre une toute petite minute pour vous présenter l'Institut Tamarack pour ceux et celles qui peut-être nous connaissent moins. Donc, au centre d'apprentissage de l'Institut, on travaille autour de 5 grandes pratiques qui, selon nous, peuvent vraiment outiller les acteurs, les actrices de changement des communautés. Donc, l'impact collectif, l'évaluation de l'impact, l'engagement communautaire, le leadership collaboratif et l'innovation communautaire. Donc, on a toute une offre de formation, de publications qui s'inscrivent à l'intérieur de ces 5 champs de pratique. Suivante. Nous soutenons aussi un réseau de communautés dynamiques. C'est vraiment un réseau d'apprentissage où des villes et des leaders locaux mettent en œuvre des initiatives de changement qui visent à réduire la pauvreté, à renforcer le tissu social, bâtir l'avenir avec les jeunes et assurer une transition climatique juste et équitable. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, que ce soit sur les activités d'apprentissage ou que ce soit sur notre réseau d'apprentissage via les communautés dynamiques, je vous invite à consulter notre site Web. Et maintenant, ça me fait très plaisir donc de vous présenter nos panélistes. Donc aujourd'hui, on a avec nous Philippe Harrison du projet L'épicerie indulgente, un des projets incubés dans l'incubateur civique de la Maison de l'innovation sociale. Jolette Côté du projet Couleurs d'enfants. Sarah Barrault, donc, qui est coordonnatrice des programmes d'incubation à la Maison de l'innovation sociale, et Hugo Steben, qui est directeur du renforcement des capacités et incubation aussi à la Maison de l'innovation sociale. Donc, je vous ai présenté dans un ordre. Je vous inviterai peut-être à faire un tour de table dans le désordre, en commençant peut-être par Hugo, si tu veux nous dire quelques mots sur toi et aussi quelques mots sur la Maison de l'innovation sociale pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas encore. Donc, merci. Bonjour. Hugo Steben, directeur du renforcement capacité incubation. Donc, tout ce qui est les programmes de formation, coaching, mentorat et mariage. Aujourd'hui, même doyen de la Maison d'innovation sociale. Je suis dans l'organisme depuis 6 ans et demi. La Maison de l'innovation sociale, c'est une OBNL qui a été fondée en 2017 et qui intervient un petit peu partout au Québec et dont la mission, c'est de réduire les obstacles qui se trouvent entre une idée impact social et environnemental positif et sa mise en œuvre. Donc, nous, on ne se met pas dans une posture de déployer les projets,
On se met dans une posture de soutenir les acteurs et les actrices qui déploient les projets sur le territoire. Oh, Il n'y a merci rien, beaucoup. vous êtes... Oui. Bienvenue, Hugo. Merci beaucoup. Sarah, est-ce que tu voudrais dire un mot sur toi aussi avant qu'on passe la parole à Jolette et Philippe? Oui, merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par dire que je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous, parler de l'incubateur civique et tout ça. Moi, c'est pas mal ça que je fais au quotidien. Ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi que je suis à la Miss et donc je coordonne les programmes d'incubation, notamment l'incubateur civique, et j'accompagne aussi les projets tout au long du parcours. Donc, je suis une des coachs du parcours de l'incubateur civique. Donc, voilà. C'est super. Merci, Sarah, d'être là. Alors, Jolette, est-ce que tu voudrais bien te présenter puis nous dire quelques mots aussi sur Couleur d'enfant? Oui, absolument. Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom, c'est Jolette Côté, fondatrice de Couleurs d'enfants à la clé de l'intégration. Donc, c'est un OBNL qui a été fondé en janvier 2021 et qui partage comme mission l'inclusion de la diversité ethno-culturelle et des besoins particuliers à travers la formation auprès du personnel dans les services de garde éducatifs, l'accompagnement sur mesure et les conférences dans les milieux éducatifs, évidemment. Voilà. Merci, Jolette. On a bien hâte d'en apprendre plus sur le projet lui-même. Ça a l'air vraiment inspirant. Et Philippe, te présenter et nous Oui. dire quelques mots sur l'épicerie indulgente. Ben, bonjour tout le monde. Philippe Harrison, je suis éducateur spécialisé de profession. Mon projet incubé, je l'ai fait avec ma collaboratrice Virginie Dénommé, qui est conseillère d'orientation. Tous les deux, on s'est penchés sur la question de l'accès, l'intégration et le maintien en emploi des jeunes en situation de handicap physique. Plus spécifiquement sur l'accès à des emplois de type de niveau d'entrée, entry level, qui est particulièrement difficile pour cette partie-là de la population. Et donc, on vise à rendre les milieux de travail plus accessibles, mais aussi plus indulgents. Merci, Philippe. Encore une fois, hâte d'en apprendre plus. Donc, peut-être je reviendrai vers Hugo pour lancer le bal et puis donc nous parler un peu de la raison d'être de l'incubateur civique. Donc, depuis ses débuts, à quel besoin est-ce que ce programme d'accompagnement-là répond dans la communauté? Si on regarde à une échelle un peu plus élevée, l'incubateur civique est né d'un constat. Il est né d'un constat où on avait des discussions, où on intervenait dans différentes collectivités, différentes communautés, auprès de différents acteurs et actrices qui étaient à la recherche de solutions innovantes pour répondre aux besoins et aspirations des communautés, mais qui n'avaient pas toutes les solutions, qui avaient peu de solutions qui répondaient à leurs besoins. Et de l'autre côté, ce qu'on voyait, c'est énormément d'effervescence, d'initiatives, d'idéations, de gens qui décidaient de commencer à essayer de concevoir des projets, mais qui tombaient dans ce qu'on appelait la vallée de la mort. Donc, des idées qui sont parfois un peu incomplètes, des porteurs qui ont des angles morts, qui n'ont pas nécessairement accès à toutes les ressources, les réseaux d'influence. On va le dire, sentiment d'imposteur, souvent chez beaucoup de personnes qui décident de contempler, de passer à l'action. Ce qu'on voyait, c'est que toute cette énergie-là était souvent, finalement, tombait à plat avant que les projets passent en déploiement. Donc, l'incubateur civique a décidé de se positionner à cette étape-là. Donc, c'est un programme qui incube des individus, des collectifs et des petites OBNL pour aider à faire mûrir les prototypes et les pilotes d'idées à fort potentiel d'impact qui sont imaginés par ces acteurs de changement-là. On intervient au niveau de ce qu'on appelle la phase d'amorçage, donc quand l'idée n'est pas encore tout à fait complète ou validée, parce que c'est là que beaucoup de décisions se prennent qui vont avoir un impact ou qui vont devenir les conditions de succès futures. Donc, en amorce se prennent des décisions qui, des fois, vont avoir des impacts 3-4 ans plus tard. Mais c'est aussi à cette étape-là que la posture des individus se transforme. Du citoyen, de la citoyenne qui contemple l'idée de passer à l'action, à la transformation vers l'innovateur social, l'innovatrice sociale qui décide de véritablement passer à l'action. Et ironiquement, c'est l'endroit le plus névralgique du projet, mais c'est l'endroit où il n'y a pas de ressources de soutien. Donc, nous, c'est là qu'on a décidé de s'attaquer à la problématique en mettant sur pied le programme.
Donc, pour surmonter la vallée de la mort, c'est quand même très puissant comme métaphore. Donc, pour passer de l'idée à l'impact, On aime les merci. défis. Merci Hugo, c'est très clair cette explication de départ. J'ai envie de me tourner maintenant vers Sarah, peut-être pour nous expliquer de façon un petit peu plus précise en quoi consiste donc le parcours d'accompagnement. Euh, et peut-être partager là, quelques apprentissages, parce que c'est pas la première cohorte que vous menez de l'incubateur civique. Donc, qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à maintenant de cette expérience? Bah, pour revenir déjà sur la première question un peu de fonctionnement de l'incubateur civique, donc ce programme-là existe depuis 2018. Donc ça va être, on n'en a pas la projet en ce moment, ça va être notre septième cohorte qui va commencer en janvier. Donc on accompagne 20 équipes de janvier à septembre à raison de 7 heures par semaine en format hybride. En format hybride, donc majoritairement en ligne pour pouvoir s'adapter aux différents agendas des porteurs et des porteuses de projets et aussi pour faciliter l'accessibilité. Euh, et on a aussi plusieurs activités en présentiel tout au long du parcours pour pouvoir travailler sur des éléments spécifiques et aussi pour permettre aux participants et aux participantes de mieux se connaître puis de développer un peu un esprit d'équipe comme ça tous ensemble. Donc globalement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis dans le fond, on travaille sur deux aspects. On travaille à la fois évidemment sur les projets des porteurs et des porteuses de projets. On travaille aussi sur au niveau plus des individus. Donc Hugo parlait tout à l'heure un peu de transformation. Donc ça, on le travaille tout au long du parcours aussi. Donc par rapport au projet, en fait, l'idée, c'est vraiment de reprendre un peu l'idée qu'on a, puis d'essayer de valider le fait que l'idée qu'on a correspond effectivement aux besoins du milieu. Est-ce que notre projet, notre idée répond vraiment à la problématique qu'on cherche à adresser? Et ça, on va aller le valider tout au long du processus jusqu'à la phase plus de planification, une fois que ces éléments-là sont un peu plus clairs. Quelles sont mes prochaines étapes? Avec qui je vais vouloir m'entourer? De quelles ressources je vais avoir besoin? Et pour pouvoir justement déployer le projet. Donc ça, c'est la partie plus projet. Puis la partie plus individu, si vous voulez, on travaille sur le fait que mener des projets, c'est des projets à impact, surtout d'une complexité telle que cela. C'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a souvent des obstacles qui arrivent sur la route, il y a des enjeux qu'on vit, il y a des émotions qui arrivent qui sont plus ou moins agréables. Donc comment on est capable de faire preuve un peu de flexibilité psychologique pour être capable de continuer à prendre des décisions dans le flou, dans l'incertitude, comment on est capable de collaborer avec d'autres personnes sur notre projet qui est notre bébé un peu. Donc ça, c'est un peu tous les apprentissages qu'on a fait qui ont justement mené à approfondir ce travail-là tout au long des cohortes, en fait, pour de mieux en mieux, en fait, travailler sur cet aspect-là dans l'incubateur civique. Et puis Peut-être vous-même, donc, vous offrez du coaching, de l'accompagnement Oui, au fur merci. et à mesure. Moi, j'ai eu la chance d'être une fois mentor sur un aspect de mobilisation. Donc, peut-être juste ajouter quelques mots sur comment vous allez chercher là, tu sais, différentes expertises pour venir outiller la cohorte aussi. Oui, merci, c'est un élément que j'ai oublié. En fait, la manière dont fonctionne dans le parcours, il y a des moments de formation, des moments plus d'échange en équipe, entre les équipes, avec aussi des personnes qui viennent pour travailler avec vous, avec les porteurs et les porteuses de projets sur leur projet directement, comme tu mentionnais, Myriam, des moments plus de coaching individuel, et puis du temps de travail à faire pour le projet, donc plus du travail d'exploration, du travail sur le terrain. Voilà, donc ça, c'est un peu toute la panoplie de ce qu'on propose. Puis la manière dont on travaille avec justement les différentes parties prenantes du programme. En fait, on fonctionne avec des coachs qui accompagnent les projets et les équipes tout au long du parcours. Donc, on a un coach qui est attribué à notre équipe tout au long du parcours. Et on a aussi la chance d'avoir des intervenants et des intervenantes externes qui sont spécialistes souvent d'une thématique ou d'un angle, au moins d'un, disons, d'un angle qu'on travaille dans le parcours. Et l'idée, c'est de pouvoir venir challenger les équipes, challenger les projets pour justement essayer d'ouvrir tous les angles morts, puis d'avoir une perspective plus large sur la thématique qu'on adresse. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaye d'inviter tout au long du parcours des intervenants externes à travailler avec les équipes.
Très, très dynamique comme parcours. Merci, Sarah, de nous avoir expliqué tout ça. Maintenant, je suis très curieuse d'entendre l'expérience de ceux et celles qui l'ont vécu. Alors, Philippe, je vous inviterai à partager avec nous votre expérience du parcours d'accompagnement, des éléments là, qui vous ont marqué. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours? Lequel de vous deux a envie de commencer? Je peux commencer. En fait, le projet Couleur d'enfant a émergé après mon expérience au sein d'un incubateur civique. Fait que c'est vraiment une idée qui est arrivée après. Mais par contre, cette idée-là avait commencé bien avant. Donc, depuis 14 ans, quand j'ai travaillé dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, cette idée-là est venue sur le terrain auprès des services de garde éducatifs à l'enfance où je me suis rendu compte qu'on avait peu de connaissances sur la réalité des familles migrantes et des Québécois de première et de deuxième génération. Donc, pour moi, c'était extrêmement important que les éducateurs et les éducatrices puissent se munir de ces connaissances-là pour mieux accueillir ces familles-là, mieux les intégrer aussi et les inclure dans les activités éducatives pour, évidemment, prévenir les préjugés, la discrimination, puis le racisme dans le futur. Alors, cette idée est apparue à ce moment-là. Ça a fait son chemin pendant 14 ans. C'est devenu une obsession. Par contre, je ne savais pas du tout par où commencer. Je ne savais pas du tout où aller. Comment concrétiser cette idée et la développer. Puis, finalement, j'ai pris connaissance de l'incubateur civique. Je leur ai écrit, j'ai parlé de mon projet. J'ai été, heureusement pour moi, une des lauréates, justement, de la cohorte 2020 de l'incubateur. Puis, comme Sarah l'a mentionné, ça a été un parcours extrêmement challengeant. C'est vraiment ça que je retiens. On nous fait réfléchir constamment sur les angles morts. On nous amène à aller vers différentes parties prenantes, à vraiment approfondir nos connaissances sur le projet. Donc, du coup, c'est ce que j'ai retenu de mon expérience. Puis d'ailleurs, ça nous a vraiment permis, en fait, du moins, ça m'a permis de mieux me préparer sur la réalité, finalement, d'une porteuse de projet tel que le mien, Couleur d'enfant. Donc, c'est ça. Donc, la préparation a été extrêmement enrichissante et challengeante. Donc, je comprends que les différentes activités qui sont proposées dans le parcours permettent effectivement de vous étirer là, en dehors de la zone de confort aussi pour tester les idées, pour vraiment s'assurer qu'on va être capable de passer là, de l'idée à l'impact, effectivement. Là. Et Philippe, de ton côté, ton expérience, comment ça s'est Oui. passé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Donc, moi, j'ai fait partie de la cohorte qui, techniquement, est encore en cours, donc la cohorte 2023. Euh, c'est ça. C'est un peu comme Jolette, c'est des idées qui nous viennent de... Ça fait plusieurs années, c'est un peu un espèce de projet de passion, une idée en arrière de la tête. Puis là, il se trouvait que dans notre parcours, à moi puis ma collègue Virginie, on était prêts à transformer ça en action. Quand on a entendu parler de l'incubateur civique, par exemple, on avait un peu des doutes, pour être honnête. On se disait, oh mon Dieu, est-ce qu'on va perdre notre temps? Parce qu'on parle de 7 heures par semaine, on parle de quand même une bonne implication. Puis nous, on se disait, ah, de la gestion de projet, on a fait ça en masse, mais on aurait besoin de quelqu'un qui nous explique comment on fait un plan d'affaires. Fait que, au pire, ça sera ça le gain. On avait totalement tort. Ça a été l'expérience émotionnelle et cognitive, je pense, qui a été décrite par Sarah puis par Jolette. On l'a vraiment vécu. Une des choses, en fait, qui nous a marqué le plus, c'est à quel point l'innovation sociale, c'est très différent de l'entrepreneuriat un peu, je vais dire, typique. Euh, tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup dans des termes de, tu sais, de compétition, de plan d'affaires, de marché. Mais quand on parle d'innovation sociale, on vient pas, nous, juste s'insérer dans un local commercial vide et puis c'est tout. Tu sais, c'est plus complexe. On vient s'insérer dans un écosystème, hein. On vient faire partie d'une communauté, d'un environnement. Il y a beaucoup de parties prenantes. Puis nous, quand on part un projet comme ça d'innovation sociale, ben, on vise des impacts, on vise des changements, on vise de changer le monde de manière positive. Donc, il faut vraiment y réfléchir, il faut vraiment tenir en compte tous ces éléments-là. Euh,
Donc, c'est vraiment là, ce processus-là qui nous a beaucoup marqué. Puis, le pendant positif de ça, c'est parce qu'on vient s'insérer dans un écosystème, ben, on développe un réseau de contacts qui est incroyable. Que ce soit dans nos communautés, les gens qu'on est venu contacter, qu'on est venu travailler dans la préparation de notre projet, ou avec les autres incubés du programme d'incubation, où il y a des beaux endroits de collaboration qui naissent, puis on a des projets qui s'entrecroisent, puis c'est vraiment un aspect positif de notre expérience. Donc, vous enrichissez vraiment l'écosystème existant, vous insérez, vous enrichissez cet écosystème-là aussi. Tu as évoqué un tout petit peu là, la question des impacts. Donc, quand on s'embarque dans un parcours comme celui-là, c'est parce qu'on est prêt à passer à l'action par la suite. On veut voir des retombées sociales de notre projet. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu des retombées concrètes? Puis je comprends que c'est encore peut-être en période d'incubation là, de ton côté, Philippe, mais même des premiers, des premiers résultats que vous observez, des accomplissements dont vous êtes fiers ou des défis, si vous voulez aussi par rapport au projet. Puis du côté de la Miss, si vous avez envie d'offrir un reflet aussi sur les impacts que vous observez jusqu'à maintenant de ces projets-là ou de d'autres projets que vous avez accompagnés, juste pour nous donner un petit peu plus là, de concret sur ce que ça donne sur le terrain. Oui, bon, en fait, sur le terrain, par rapport à Couleur d'enfant, la première année, on était davantage sur, on voulait montrer une visibilité par rapport à l'organisation, montrer qu'on existe, montrer c'est quoi la mission, pourquoi est-ce qu'on a mis en place justement cette stratégie-là pour les services de garde éducatifs. Puis, c'est suite à la première année, en fait, qu'on a commencé à recevoir davantage d'appels des milieux, dont les services de garde éducatifs pour la formation en immigration ou en intervention interculturelle. Puis, de fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça a ouvert une plus grande porte, même de plus grandes possibilités, puisque notre projet a atteint aussi les d'autres PME qui n'étaient même pas nécessairement spécialisés, qui n'étaient pas nécessairement des services de garde éducatifs, mais d'autres PME qui se spécialisent justement dans le logement, le développement de location de logement, ou aussi des grandes entreprises comme les municipalités, la ville de Repentigny. Bref, ça a touché différentes clientèles auxquelles je n'avais même pas au départ, du tout réalisé que ça pouvait les intéresser finalement, parce que nous, c'était vraiment les services de garde éducatifs. Donc, c'est ça les retombées. Donc, j'ai réalisé qu'on répond réellement à un besoin du marché et c'est un besoin qui est beaucoup plus grand que ce à quoi j'avais pensé au départ en créant le projet Couleur d'enfant. Vraiment des belles retombées concrètes. Quand ça répond bien du côté de la demande, c'est effectivement que ça vient combler un besoin qui était là. De ton côté, Philippe, quelles retombées aurais-tu envie de nous partager? Oui, ben pour nous, c'est sûr que c'est quand même encore assez récent. Puis dans le parcours d'incubation, on parle beaucoup de valider des hypothèses. Puis en ce moment, Virginie et moi, on est dans la période de validation, c'est-à-dire qu'on a un projet pilote qui va débuter sous peu avec une coopérative d'alimentation où on a 3 jeunes en situation de handicap physique qui vont venir y faire un stage de travail pendant une période de 3 mois accompagné par moi en éducation spécialisée pour intégrer les tâches de travail, puis par Virginie en orientation professionnelle pour transformer cette expérience-là en apprentissage. Mais ça, c'est dans le futur, ça s'en vient. Puis suite à ça, on va pouvoir décider notre projet va prendre quelle forme. Est-ce que ça va être une collaboration avec des épiceries existantes? Est-ce qu'on va démarrer notre propre épicerie? Tout ça, ça demeure à valider. Mais je dirais qu'un impact, une retombée auquel je ne m'attendais pas, c'est que maintenant, quand je parle de cette idée-là avec pas seulement des proches, mais dans mon milieu professionnel, dans mon réseau de contacts, soudainement, on me prend beaucoup plus au sérieux. Tandis qu'au début, il y avait un peu cette impression-là que c'est une idée qu'on a eue sur un coin de table, on l'écrit sur 3 post-it, puis ça y est. Là, maintenant, quand on arrive, puis on sait de quoi on parle, puis on montre qu'on y a réfléchi, qu'on a fait du travail, alors là, soudainement, cette idée-là qui semblait un peu comme saugrenue, un peu irréaliste, soudainement, on y porte attention. Puis, on voit tranquillement les portes s'ouvrir autour de nous.
Puis je pense que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru, mais pour nous, en tout cas, qui est très concret, parce qu'on voit les possibilités de transformer ces collaborations-là en impact sur le terrain. Et comment t'expliques ça, Mhm. Philippe? Est-ce que c'est un changement de posture que vous avez eu? Est-ce que c'est en lien avec le projet? Comment tu... Désolée, Euh, je pose la question parce que j'ai vraiment envie de savoir. C'est Avec je sa parfait. pense, casquette de coach. ouais. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange de se débarrasser un peu du syndrome d'imposteur qui est présent, je pense, quand particulièrement dans le domaine social, on a souvent cette espèce de question-là de «Oh, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que moi, je vais changer le monde?» Euh, mais aussi, je pense que tu sais, au niveau personnel, puis au niveau du projet, ben, on a backé les idées qu'on vient apporter. On les a validées sur le terrain. On a parlé à des acteurs du milieu. On a un plan qui est concret. Donc, je pense que les deux côtés qui sont soutenus par l'incubateur civique, que ce soit le porteur de projet et le projet, les changements dans ces deux angles-là font en sorte qu'aujourd'hui, on nous écoute davantage. Merci pour les précisions. Sarah, Hugo, est-ce que vous avez envie d'ajouter sur les retombées, soit de ces projets-là ou de d'autres projets que vous avez accompagnés, là? Quelles retombées vous avez pu voir sur le terrain? Oui, ben, on peut peut-être parler des retombées du programme qu'on regarde à différentes échelles. Déjà en partant, avec la cohorte qui s'en vient, donc avec les 20 prochains projets, ça va faire 100 projets qu'on a accompagnés sur le territoire de Montréal depuis 2018. Ça représente en fait pratiquement, on va tourner autour d'à peu près 150 porteurs-porteuses de projets qui vont avoir été accompagnés dans le cadre du programme. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2018, on a environ 70% des projets qui sont encore actifs. Ne serait-ce que dans l'entrepreneuriat traditionnel, un taux de succès comme ça, c'est du jamais vu dans les programmes d'accompagnement. Là, en plus, on est en innovation sociale avec des projets hyper complexes. Donc, c'est quelque chose déjà dont on est fier. Euh, on voit aussi, on suit depuis quelques années des statistiques à la sortie de la cohorte, en fait, chez les incubés. Et on a des résultats, en fait. Les incubés, 100% des incubés considèrent que l'incubateur civique, pour leur participation, a eu un impact positif sur le potentiel d'impact du projet, sur la clarté puis la faisabilité du déploiement du projet, sur leur confiance dans leur capacité à déployer le projet, puis dans l'accroissement de leur résilience pour faire face aux obstacles rencontrés lors du déploiement du projet. On parlait des projets, c'est une chose, mais on se positionne souvent en disant l'incubateur civique, on propulse les individus qui propulsent les projets. Toute cette notion-là aussi, de se dire, au-delà des projets qui sont portés, investir dans les incubés, investir dans les acteurs et les actrices de changement, c'est des gens qui, au-delà de ce projet-là, vont influencer d'autres projets, vont contribuer à d'autres projets. On a vu des changements de trajectoire de carrière. On peut même dire qu'on a 2 alumni qui sont rendus des élus à l'échelle municipale, des gens qui ont fait des retours aux études, qui se sont impliqués dans des entreprises impact alors qu'ils n'étaient pas dans ces domaines-là à l'origine. Et l'impact aussi au niveau des récits sur les modèles mentaux par rapport au pouvoir citoyen de monsieur, madame, tout le monde qui décident de se lancer dans des projets qui ont du succès. Fait que les récits autour du fait que c'est possible de passer à l'action, puis l'impact inspirationnel que les projets ont sur les gens qui entendent parler des projets puis qui sont mis face à des modèles alternatifs, différents, qui rendent des impacts possibles, c'est véritablement les retombées nous qu'on cherche à avoir. Cet effet boule de neige-là, puis l'effet démultiplicateur, ne vient pas du projet en soi. Vient de comment le projet rayonne, vient du rayonnement aussi des incubés qui passent par le programme. Merci, Sarah. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que ça fait pas mal de tours. On pourrait faire la liste de plein de projets, savoir où est-ce qu'ils sont rendus et tout ça, mais je sais pas si on va avoir le temps. Donc, Mais c'est vraiment intéressant que d'un point de vue de l'évaluation aussi, tu sais, vous ayez pu documenter, Mais c'est tu ça, sais, c'est à que tous travers les éléments, l'expérience des incubés, qu'est-ce que ça donne pour eux, qu'est-ce que ça a changé. exactement, puis tous les éléments qu'Hugo a mentionnés, c'est pas nous qui l'inventons là, c'est vraiment les incubés qu'on a interrogés, qui nous ont partagé un peu leur expérience, puis nous ont dit en fait que le parcours avait eu l'influence sur tout ça. Donc, mm. Mhm. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur le site web de la Miss, tous les projets et les porteurs et porteuses de projets qui ont passé dans le programme depuis le début sont documentés avec un descriptif.
Vous pouvez également trouver des articles et des vidéos et des entrevues avec énormément de gens qui sont passés par le parcours. Donc, c'est toujours assez fascinant, inspirant d'aller fouiller dans ces contenus-là. Là. Les gens nous reviennent souvent motivés, enthousiastes et avec une foi en l'humanité que c'est possible de changer le monde. Donc, Mhm. ça fait partie de l'impact qu'on va avoir. Ouais. Puis je peux peut-être ajouter aussi le fait qu'on a des projets qui portent sur plein de thématiques différentes. Ça se veut justement un programme qui est multithématique. Donc on a des projets qui sont plus axés sur la question des besoins des individus, des besoins de base des individus. On a des projets qui sont plus axés sur l'inclusion des individus au sein des communautés, des projets qui sont plus axés sur la question du tissu social des communautés, comment les communautés sont fortes ensemble, la question de l'action collective et de comment les communautés vivent au sein de leurs écosystèmes, donc plus des projets en lien avec l'environnement, la régénération des systèmes naturels, etc. Donc, aussi amener cet aspect-là. C'est intéressant de voir comment la diversité, justement, des projets crée aussi, j'imagine, Exact. l'esprit de cohorte, donc de travailler aussi avec des gens qui portent des projets différents, qui ont des idées différentes. Donc, toute cette pollinisation-là dont vous avez témoigné aussi, là, autant Philippe que Jolène, j'imagine que ça vient, ça émane aussi de cette diversité-là de projets. J'aurais À, envie de vous amener... Oui, vas-y, Mais Hugo. j'allais dire, à cette étape du projet-là, on cherche à augmenter le potentiel créatif autour des Mhm. incubés. Donc, on cherche à avoir une diversité d'individus qui viennent d'une diversité de parcours. On incube des gens qui font de la recherche, mais qui veulent avoir un impact. Des gens qui œuvrent dans un milieu depuis super longtemps, mais qui veulent travailler différemment. On incube des activistes qui cherchent à avoir une approche complémentaire à leurs activités d'activisme, des gens qui ont une expérience vécue des problématiques ou qui ont vécu dans les communautés dans lesquelles ils cherchent à interagir. Ce maillage-là entre les différentes perspectives, les différents points de vue, la diversité des savoirs est intéressante. Mais la notion aussi d'être en contact avec des gens qui travaillent dans une diversité de thématiques, sur une diversité de projets. Fait qu'avoir des gens qui se côtoient tous en travaillant dans une même thématique, souvent vont avoir tendance à se ressembler. Là, on est des gens qui travaillent en inclusion, qui travaillent dans la plantation de micro-forêts urbaines, dans des projets de logement abordable, qui parlent entre eux, qui s'échangent sur leur milieu. C'est hyper riche. Puis d'ailleurs, il y a un dernier élément de diversité qui est important à mentionner ici, qui est la diversité des types de projets incubés. Nous ne sommes pas un incubateur à entreprise. Nous incubons des mouvements citoyens. On incube des événements. On incube des programmes dans des organisations existantes. On incube des projets qui se transforment aussi en entreprise. Donc, cette diversité de projets-là, on ne cherche pas à vous guider en disant vous devez, à la sortie d'ici, sortir une entreprise. On est vraiment dans une perspective de diversité des individus, diversité des thématiques, diversité de nature des projets. C'est ça qui accroît la portée innovante de ce qu'on est en mesure de faire dans le cadre du parcours. Vraiment intéressant. Je vois le temps qui file puis les questions qui commencent à popper tranquillement dans la boîte de dialogue. Donc, avant qu'on fasse un dernier tour de table, j'aimerais ça vous amener brièvement sur les défis. Donc, dans le cheminement d'une innovation sociale, Hugo a commencé au début en parlant de passer la vallée de la mort. Donc, ça, c'est un premier défi déjà, tu sais, pour être capable d'aller jusqu'à l'action. Mais une fois que les projets sont déployés aussi ou en cours de déploiement, il y a plein d'autres défis, j'imagine, que vous devez surmonter. Ce serait quoi, en quelques mots, Jolène, Philippe, les principaux défis dans le cheminement d'une innovation sociale à partir de votre expérience? Ben, c'est sûr que le principal défi, c'est qu'on arrive avec une solution qui est déjà un peu comme cristallisée ou à un certain degré de cristallisation. Et puis, des fois, il faut, ou en fait, toujours, il faut qu'on commence par regarder c'est quoi l'impact souhaité. Puis ça, des fois, ça implique de déconstruire l'idée qu'on avait déjà à la base, d'explorer les solutions alternatives, de se rendre compte qu'on peut avoir un impact via une action qu'on n'avait pas soupçonnée au début, que peut-être que d'aller chercher des acteurs différents de ce qu'on avait envisagé pourrait amener notre idée beaucoup plus loin. Euh, mais on arrive avec notre solution qui est un peu comme notre bébé, tu sais. Fait que ça demande beaucoup de remise en question, beaucoup d'humilité, puis je dirais
des montagnes russes d'émotions un petit peu. Et heureusement, on est bien accompagné par les coachs, par les autres incubés, mais ça, c'est définitivement un des gros défis du parcours pour, je dirais, la majorité d'entre nous. Jolette, de ton côté? Oui, je rejoins Philippe. J'ajouterais aussi peut-être la peur ou la crainte d'aller vers le changement. Parce qu'en tant que porteur de projet, on est amené à se transformer un peu nous-mêmes, si on veut, en allant vers différents acteurs qui nous parlent de leur réalité. Donc, des réalités qui peuvent être différentes de ce à quoi on avait pensé à la base avec notre projet, parce qu'on arrive avec une idée, on la développe à travers l'incubateur civique, on sort de là, on est confiant, on est prêt à foncer, puis dans cette action-là, on rencontre différentes personnes, c'est super enrichissant, les personnes qui nous amènent différents bagages. Puis, ça nous confronte beaucoup, parfois en tant que porteur de projet, parce que ça nous amène encore une fois à réfléchir sur les différentes réalités, puis comment on peut l'adapter justement à travers notre projet. Donc, ça peut créer une certaine crainte. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même vécu à travers justement le développement du projet en question. Puis aussi, quand on amène un nouveau projet, parfois on peut ressentir certaines réticences de la part de différentes parties prenantes ou parce que on amène un changement finalement. Donc, je dirais que c'est vraiment l'obstacle que j'ai vécu au fil du développement du projet, mais somme toute, quand on passe à travers, puis qu'on accepte justement les différentes réalités, puis qu'on accepte de se transformer aussi parallèlement avec notre projet, c'est extrêmement gratifiant puis enrichissant. Donc, arriver à surmonter la crainte que nous, on peut avoir, mais que les gens avec qui on travaille peuvent avoir aussi. Puis c'est très évocateur la façon dont tu parles de la transformation, en fait, de la transformation, pas seulement par l'action, mais de la transformation personnelle, professionnelle qui est vécue aussi dans le fait de finalement accoucher de ces innovations. Merci, Jolette. Merci, Philippe. J'ai envie peut-être de changer un petit peu le scénario qu'on s'était proposé pour garder notre tour de table vraiment à la fin du webinaire parce que je vois plusieurs questions d'ordre un petit peu plus technique, de clarification. Donc, pendant qu'on est dans le fil de l'action, j'aurais envie de vous les poser. Ceux et celles qui nous écoutent, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Toutes les questions sont bonnes, toutes les questions sont bienvenues sur l'incubateur civique, sur les projets dont vous avez entendu l'expérience, les projets incubés. Donc, une première question était sur le rôle de la ville. Est-ce que la ville, donc on sait que ça se déploie à Montréal, est-ce que la ville joue un rôle dans l'incubateur civique? Donc, première question. Et deuxième question, un petit peu plus technique aussi, est-ce que c'est effectivement juste à faire à Montréal ou est-ce que dans d'autres villes au Québec ou ailleurs, c'est possible aussi de participer à l'incubateur civique? Je vais prendre celle-là. La ville joue plusieurs rôles dans l'incubateur. Déjà en partant, c'est un programme qui est offert gratuitement pour les gens qui y participent, parce qu'il y a des acteurs dans l'écosystème qui croient, comme nous, que les gens qui ont les meilleures idées ne sont pas nécessairement les gens qui ont accès à toutes les ressources. Donc, d'ailleurs, on veut remercier la Ville de Montréal, la Fondation Beati, ainsi que les fondations Mécanoc et la Fondation Mirella et Lino Saputo pour leur soutien au programme. La Ville de Montréal, donc, au-delà d'un rôle de bailleur de fonds, beaucoup de services de la Ville sont mobilisés dans le cadre du recrutement puis du dépistage des projets, dans le cadre de l'appel à projets. Il y a des acteurs de la ville aussi qui vont venir jouer des rôles, apporter des perspectives dans le processus de sélection. Donc, il y a un siège habituellement sur les 7 sièges parce que c'est un jury externe. Il y a personne de la MIS qui décide de la cohorte, c'est des acteurs du milieu, acteurs actrices du milieu, qui font la sélection des projets. Il y a habituellement une personne de la ville qui va être présente au niveau de la sélection pour amener sa perspective. On a des gens de la ville qui viennent aussi comme intervenants thématiques sur certains différents sujets. Puis ensuite de ça, il y a un travail aussi qui est fait pour ouvrir des portes. Parce qu'on parle d'un programme d'une durée, là, quand on parle de janvier à juin de manière intense, mais de janvier à septembre, techniquement. Une fois que c'est fini, c'est pas fini. Il y a une communauté alumni, puis on soutient les projets dans la durée. J'ai échangé la semaine dernière avec Jalette sur LinkedIn alors qu'elle est graduée depuis 2020. Donc, on continue à suivre et à soutenir les projets. Puis, on a des alliés à la ville qui nous permettent de venir mailler et ouvrir des portes auprès des acteurs publics quand c'est nécessaire. C'est plus facile d'avoir des alliés de l'interne que d'en avoir de l'externe dans ces appareils-là.
Sur la question de Montréal, l'incubateur civique, nous sommes présentement, c'est un scoop qu'on a sur la suite, mais on vous le dit tout de suite, nous sommes présentement en discussion. En fait, on vient de renouveler pour les 3 prochaines années à Montréal, donc ça, on est très contents. Mais nous sommes présentement en discussion avec des acteurs sur d'autres territoires pour voir comment l'incubateur civique pourrait faire des petits. Le programme a été conçu pour être transféré auprès de groupes d'acteurs locaux qui décident de piloter l'incubateur. Donc, nous, notre rôle, ce n'est pas que la MIS aille sur les autres territoires et la pilote, c'est de voir comment on est en mesure de soutenir des acteurs locaux à sa prise en charge, puis par le fait même à la consolidation de l'écosystème de soutien à l'innovation sociale sur le territoire. Vraiment intéressant comme J'ai approche. vu dans le chat, j'ai pris note pour Gatineau. Comme approche de transfert. Il y a Gatineau, dans les questions-réponses aussi, on parle de la Gaspésie. Quelqu'un pose une question sur la ville de Québec aussi. Donc, je vois qu'il y a pas mal d'intérêt à travers différentes régions du Québec. À Et suivre. puis, s'il y a des acteurs aussi, tu sais, j'entends bien dans ce qu'Hugo mentionne que l'intention de la MIS n'est pas nécessairement de porter elle-même dans les différentes régions, mais vraiment de faire du transfert. Donc, n'hésitez pas à interpeller des acteurs de soutien qui auraient les capacités nécessaires aussi pour être en mesure de faire ça en partenariat avec la MIS. Je rajouterais une petite couche. Il y a des Vas-y. éléments aussi de l'incubateur civique qui peuvent être modularisées ou transmises dans des initiatives de d'autres acteurs. Donc, nous, on vient prendre des fois du morceau de l'incubateur civique pour le greffer à des programmes d'acteurs sur le terrain. Vous pouvez aller aussi sur notre site web. On a des outils, on a des capsules qui sont rendues disponibles gratuitement. Tous nos gabarits sont en Creative Commons, donc ils peuvent être utilisés et être disséminés. Notre objectif, c'est de dépasser les frontières de notre cohorte parce qu'on sait que 20 projets, c'est bien, mais il y a une limite par rapport à toute l'effervescence, puis le besoin et l'enthousiasme qu'il y a dans le milieu. Là. Donc, toujours à la recherche, de manière d'aller au-delà de la cohorte de 20 projets. Oui, puis je vois que ma collègue Jamie a partagé dans la boîte de dialogue, puis peut repartager au besoin. Donc, le lien directement vers votre site là, pour ceux et celles qui auraient un intérêt à aller découvrir vos ressources. Tout à l'heure, Hugo, tu as mentionné justement, tu as remercié les différents partenaires financiers, là, les fondations, etc., qui rendent le parcours possible. Donc, une des questions est reliée à ça, en fait. Est-ce que vos services sont gratuits? Sinon, combien vous demandez comme contribution monétaire pour les services? Donc, c'est un aspect qu'on n'a pas du tout abordé. Fait que peut-être Sarah, Hugo, je vous inviterai à répondre. Je peux l'aborder très rapidement. Contribution, en fait, pour la participation à l'incubateur civique qui est financé, la participation est gratuite. Dans le cadre de différents types d'interventions qu'on est en mesure de faire, c'est à discuter au cas par cas. C'est sûr qu'on est une OBNL, nous ne sommes pas un bailleur de fonds, donc on a des enjeux de pérennisation financière de nos activités comme tous les OBNL sur le territoire. Ceci étant dit, on est très proactif pour collaborer, aller chercher des financements qui permettent les initiatives possibles sur les territoires. Une autre question en lien avec le budget. Donc, en moyenne, quel est le budget des projets retenus pour l'incubateur civique? Donc, question ouverte à tout le monde, en fait. Je peux peut-être y aller. La réponse courte serait qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Pour la bonne raison qu'en fait, ce qu'on propose de faire dans un premier temps, c'est de bien structurer la solution en fait, qu'on est en train de développer. Donc, au début du programme, on revient vraiment, même on propose d'oublier son projet complètement, de se focaliser sur le problème qu'on cherche à résoudre. Voilà, comme disait Philippe tout à l'heure, on déconstruit complètement notre solution pour ensuite la reconstruire avec des éléments qui sont plus clairs, plus validés, plus structurés. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question du budget. Donc, la réponse peut être beaucoup, la réponse peut être rien. Voilà. Dépendamment de là où vous êtes rendu aussi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse là-dedans. On n'a pas d'attente non plus. Quand les gens déposent des projets, on ne leur demande pas c'est quoi votre budget, est-ce que vous avez fait vos états financiers, etc. On touche la question des scénarios financiers, des stratégies de financement, etc. dans le parcours. Habituellement, à la fin du parcours, il n'y a pas une attente à ce qu'on dépose un budget. Donc, souvent, on va avoir éclairci des choses, mais il va rester du travail.
Puis il y a des équipes qui vont décider de le faire seules, il y a des équipes qui vont le faire avec l'aide dans le cadre d'autres programmes, il y a des équipes qui vont poursuivre avec nous. Donc, c'est difficile d'avoir cette information-là, mais on est quand même dans des échelles de projets qui sont très larges. Il y a un projet en ce moment qui est en train de faire un développement immobilier en cohabitat abordable sur le canal de la Chine pour, je pense, 70 unités. Tout comme on a des projets de mouvement citoyen qui travaillent avec 0 $. Donc, le budget n'est ni un critère d'entrée, ni un critère de sortie. Puis, en termes d'envergure de projet, on est sur toutes les échelles. C'est ce que Hugo mentionnait un peu tout à l'heure sur la diversité des projets qu'on accompagne, c'est vraiment ça. Donc, toutes les réponses sont bonnes, mettons. Merci, je pense que c'est clarifiant. Je vois de l'intérêt dans le chat aussi pour déborder du Québec, donc vous en allez au Yukon et ailleurs. Fait que je pense que vous avez des belles invitations. On a une question de Marie-Noël. Donc, comment gérez-vous l'accompagnement pour qu'il ait une influence au niveau plus politique, que ce soit au niveau local, provincial ou même fédéral? Qui aurait envie de répondre à cette question? Est-ce que j'y vais? Puis Jolette, Philippe, n'hésitez pas, Hugo aussi. Euh, En fait, je pense que une des réponses à ça, ce serait de dire qu'on commence par faire un accompagnement. C'est quand je dis qu'on revient vraiment sur le problème qu'on cherche à résoudre, on essaye aussi de voir quelles sont les étapes à mettre en place pour pouvoir justement atteindre un impact, parfois systémique, parfois vraiment à l'échelle d'une ville. Ça peut être d'un quartier, d'une ville, de la région, même du Canada. Donc, on travaille vraiment à toutes ces échelles-là et on essaye de voir par où on commence. Donc, souvent, on va essayer de mettre en place un premier projet. Philippe parlait de projet pilote tout à l'heure. Donc, c'est quoi la plus petite échelle possible du projet que je vais pouvoir réaliser qui va me permettre d'avoir un impact pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Donc, c'est un peu comme ça qu'on propose aux équipes de fonctionner. Puis, comme Hugo le disait aussi tout à l'heure, on continue d'accompagner les équipes post-parcours aussi. Donc, à la suite de la première expérimentation, il y a des résultats qui sortent, il y a des apprentissages qui sortent, les projets grandissent. Et à ce moment-là, c'est souvent le moment où on est capable de faire des mises en relation, comme disait Hugo, avec des personnes de la ville ou avec d'autres acteurs quand on peut. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas si vous voulez compléter tout le monde, mais Je pense que ça illustre très bien, tu sais, le changement d'échelle possible. Puis c'est quoi, tu sais, le produit minimum viable, là, tu sais, puis comment on peut faire le changement d'échelle. Dans la question de Marie-Noël, je décèle qu'il y a un aspect plus d'influence aussi sur les Ouais. politiques. Donc, plus de changements peut-être de nature systémique. Je ne sais pas si je l'interprète bien. Donc, si on veut transformer les systèmes, si on veut transformer les politiques, c'est sûr que ce jeu-là d'échelle est très important. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'accompagnement que vous travaillez par rapport à ça? Je vais faire quelques petits ajouts là-dessus. Déjà en partant, il y a un module qui aborde notamment la question de la réalité des acteurs dans les appareils publics. Une des raisons pour lesquelles les gens ont de la difficulté à connecter avec le secteur public, c'est parce que les gens, pour la plupart, ne connaissent pas comment ça fonctionne. Quels sont les leviers d'intervention, quelles sont les dynamiques internes, comment approcher quel acteur. Donc, comment se joue ce jeu pour que l'innovateur social ou l'innovatrice sociale frappe à la bonne porte avec le bon message, puis soit en mesure finalement de faire percoler son influence puis son projet à l'interne. Il y a une première chose qui est le travail sur les innovateurs et innovatrices. Un autre élément, c'est que nous, en fait, par la multiplicité des projets que la MIS fait, on a développé beaucoup de contacts dans beaucoup d'écosystèmes qui nous permet d'ouvrir des portes et de connecter aussi dans une perspective de référencement et de maillage. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait quand les projets arrivent au niveau de maturité ou les connexions avec des fondations philanthropiques, des acteurs communautaires, des acteurs du secteur public, etc., etc. On est très proactif dans la mise en connexion de ça. Mais également dans plusieurs initiatives ou discussions qu'on fait avec différents partenaires, parce qu'on a une équipe d'accompagnement stratégique, par exemple, qui fonctionne un peu comme mandat, où on a des démarches de laboratoire, de laboratoires d'innovation sur différents territoires. On va être proactif dans ces démarches-là à référer les projets qu'on a accompagnés qui répondent aux besoins du collectif d'organisations qui travaillent sur un territoire donné. Donc, on a différentes échelles avec lesquelles on travaille. Il y a aussi beaucoup de visibilité qui est offerte au projet. Donc, des capsules vidéo, des articles, des projets qui sont nommés dans des articles de presse. Hier, j'étais en entrevue à CIBL, j'ai parlé de projets qu'on a accompagnés. Donc, il y a beaucoup de travail aussi de visibilité des projets pour voir comment est-ce qu'on peut stimuler la demande entrante vers les projets avec un rayonnement à grande échelle. Il y a
plusieurs questions. Je vais les poser en rafale parce qu'ils sont vraiment plus liés aux partenaires. Donc, est-ce que vous avez des partenariats avec la santé publique ou les organisateurs communautaires, les organismes communautaires, des liens avec le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, avec PME Montréal? Je cherche s'il y a d'autres partenaires qui sont mentionnés. Bon, pour le moment, c'est ceux-là que je vois, là. Tous les organismes qui ont été listés, j'ai une réponse très courte, oui. Donc, vous êtes vraiment réseauté autant avec le milieu en fait de l'innovation sociale qu'avec le milieu communautaire, le milieu de la santé. Bien, on entend aussi avec les projets que Jolette Philippe nous ont partagés, donc le milieu des services de garde, donc les institutions publiques, puis tout le rayonnement dont tu nous parlais aussi, Jolette, autour de la demande là, qui est suscitée par l'offre que tu as créée. Et puis, bon, la question de l'inclusion, de l'intégration des personnes en situation de handicap dans le milieu de travail aussi, c'est sûr que ça touche le milieu de la santé, que ça touche d'autres milieux. Fait que j'imagine que la MIS comme telle a ces partenariats-là avec une multitude d'acteurs, mais les projets eux-mêmes, quand vous parlez d'aller voir les différentes parties prenantes, développent aussi leur propre réseau qui peuvent rayonner parfois là, au-delà de ce que la MIS Ouais, a exactement. C'est ce que j'allais ajouter. J'allais dire qu'effectivement, on a du réseau dans de nombreux secteurs, dans de nombreux domaines, en lien avec ce qu'on fait, puis avec les liens qu'on crée avec les différents acteurs. Mais un des éléments qui est super important aussi dans le parcours, c'est comment moi, en tant que porteur ou porteuse de projet, je vais développer mes capacités pour être capable, moi, de créer ces liens-là. Et que, au final, j'ai plus besoin de la mise, c'est que je suis capable d'aller créer les liens dont j'ai besoin pour mon projet. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc, oui, on a des contacts, puis on vous outille aussi à développer les vôtres. Je pense que c'est tu sais, la bonne vieille image là, de soit donner un poisson à un homme ou lui montrer à pêcher. Ben, on travaille sur les deux fronts là, avec le parcours d'incubation, où ce que on Mhm. nous montre comment aller pêcher nos contacts, nos liens, mais en même temps, on nous nourrit beaucoup. On est très gâtés. Mhm. C'est super. Ben, j'aurais peut-être envie d'aller vers un dernier tour de table. Je vois d'autres questions qui sont posées aussi dans la boîte de dialogue auxquelles je pense que les gens peuvent assez facilement trouver des réponses, soit dans l'appel à projet là, qui vient d'être lancé pour la prochaine cohorte ou sur le site de la MIS. Donc, on va s'assurer de référer de nouveau le site de la MIS suite au webinaire. Si on a des participants, des participantes qui veulent en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent communiquer directement avec vous, Sarah, Hugo? Oui, bien Avec... sûr, vous pourrez même trouver mon courriel sur la page web de l'appel à projet. Je ne sais pas si je pourrais peut-être le remettre dans le chat aussi, dans la boîte Oui, de discussion, mais oui, avec s'il plaisir. vous plaît. Donc, si vous avez des questions suite au webinaire, n'hésitez pas à communiquer avec Sarah, aller chercher les informations sur le site aussi. Et puis, ben, j'aurais envie de faire un dernier tour de table. Donc, peut-être autour de soit un de vos espoirs pour le futur ou bien un conseil que vous aimeriez donner à ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être se disent, ah, moi, j'aurais un projet, j'aurais une idée, mais je n'ose pas me lancer. Donc, peut-être commencer avec Jolette. Je dirais pour les futures porteuses, porteurs de projets, qui ont une idée, tout simplement de foncer. De foncer, de ne pas craindre c'est ça, de concrétiser son idée, puis de mettre de l'avant finalement nos aspirations, ce à quoi on croit le plus. Puis tout simplement de foncer, puis d'aller chercher aussi du soutien, de l'accompagnement, l'incubateur civique. Extrême, c'est vraiment un excellent moyen pour développer le projet, pour développer aussi de la confiance aussi, pour aller de l'avant, pour foncer. Donc, je pense que je vais le redire, c'est vraiment du foncer, tout simplement. Merci, Jolette. Philippe? J'allais aller dans la même direction que Jolette. Allez-y, go, go, go. Une des choses qui m'a aidé à surmonter le sentiment d'imposteur, c'est de me dire que je me le devais à moi d'aller jusqu'au bout de cette idée-là. Euh, Puis que c'est ça, ça vaut vraiment la peine. La vie est trop courte pour pas être passionné. Fait que go, go, go. Merci, Philippe. Hugo, puis on va conclure avec Sarah pour le mot de la fin. Moi, j'utilise pratiquement toujours la même citation quand je parle d'incubateur civique qui dit que faut jamais s'étonner qu'un petit groupe de personnes réussisse à changer le monde. C'est comme ça qu'il a toujours changé.
on est capable d'apporter des changements dans les milieux dans lesquels on intervient. Puis ça, c'est un élément fondamental à comprendre. L'autre chose que je m'étais noté, c'est finalement, ça fait un pont avec ce que Philippe et Elisabeth disent, c'est les échecs pèsent moins lourd que les regrets. C'est-à-dire, les échecs ne vous tueront pas, mais ne pas être passé à l'action, des fois, c'est l'élément qui va être resté. Fait que faites-le. Vous allez peut-être rencontrer des échecs en chemin. Vous allez peut-être décider d'abandonner en chemin, mais vous le ferez avec le sentiment d'être allé au bout de ce que vous vouliez faire. Merci, Hugo. Le mot de la fin à toi, Sarah. Et moi, je vous dirais, j'abonde dans le sens du groupe. Tu sais, si vous sentez que vous avez une petite étincelle, tu sais, une passion qui est en train de naître sur une idée que vous avez, que vous sentez que vous avez une intuition de quelque chose qui pourrait vraiment avoir de l'impact, eh ben, osez. Parce que je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes assez. Vous, c'est toutes les personnes, toutes les acteurs, les entrepreneurs ou toutes les personnes que vous admirez ont tous commencé par se poser ces questions-là, puis à avoir possiblement des doutes, des questionnements, un petit syndrome de l'imposteur, etc. Donc faites confiance à votre intuition. Donc si vous êtes motivé à vous faire challenger sur votre idée, à tester des choses, vous êtes au bon endroit avec l'incubateur civique. Euh, on vous invite vraiment à déposer votre candidature si vous pensez que c'est un programme pour vous. Euh, Chaque année, les personnes qui sont sélectionnées, autant que les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, nous disent que ce processus-là les a aidés à cheminer dans leur projet, dans leur idée. On a vraiment designé le processus de sélection pour qu'il vous serve à vous et pas seulement à nous pour identifier les projets qui feront partie de la cohorte, mais que ce soit vraiment un processus qui soit utile pour vous aider à consolider, à construire votre projet. Donc, si vous êtes motivé, déposez votre candidature. L'appel à projet se termine le 29 octobre. Si vous avez des doutes, je vous invite à postuler même le plus vite possible parce que les 15 premiers projets qui auront déposé, peu importe s'ils rentrent dans les critères de sélection ou pas, auront accès à 1 heure de coaching pour justement consolider un peu tous ces éléments-là, retravailler le projet, etc. Donc, déposez votre candidature le plus vite possible si ça vous intéresse. Et puis, je serais ravie d'en parler avec vous. Merci beaucoup, Sarah, pour cette belle invitation. Alors, peut-être juste en terminant, vous remercier chaleureusement. Merci de votre générosité, Jolette, Philippe, d'avoir partagé vos projets avec nous. Bonne continuité, bon succès dans vos prochaines étapes. Merci, Sarah, Hugo. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Une petite annonce rapide en terminant. J'ai oublié de dire que ce webinaire faisait partie d'une série de 5 webinaires sur des expériences inspirantes réalisées par des acteurs et des actrices du Québec. Donc, le dernier de la série aura lieu le 25 octobre prochain. C'est sur l'évaluation de Montréal en commun. Donc, comment on peut collaborer pour générer des apprentissages dans un contexte d'innovation urbaine. Alors, on vous attend. C'est un rendez-vous le 25 octobre prochain à 13h. Les inscriptions sont ouvertes et le lien est dans la boîte de dialogue. Alors, encore une fois, merci à tous nos participants, toutes nos participantes pour les questions, pour votre intérêt et puis en espérant que vous repartiez inspirés et avec l'envie de passer à l'action. Une bonne continuité de journée à tous et à toutes.